comme il a été dit, une partie de mon travail d'enseignant-chercheur, c'est justement de réfléchir aux questions qui touchent à la pratique médicale autour du début de la vie. Alors, ce soir, nous allons parler plutôt de naissance, mais c'est vrai qu'une partie non négligeable de mon activité touche à la recherche et puis à l'enseignement, y compris à la formation de professionnels de santé, sur les questions d'éthique médicale en lien avec les techniques de procréation médicalement assistée, avec les questions autour du diagnostic prénatal, de l'interruption de grossesse, autant de sujets qui, chronologiquement, s'intègrent dans les débuts de la vie humaine, même si parfois la fin est très proche du début. C'est de naissance dont j'ai choisi de parler ce soir. Évidemment, on ménagera un temps pour les questions. Alors s'il y a quelques interrogations qui vous viennent, n'hésitez pas à les griffonner au long du topo pour pouvoir aussi intervenir. Et puis après tout, comme on est très peu nombreux, n'hésitez pas aussi à lever la main, à vous manifester, on peut se permettre de ne pas séquencer un temps très magistral et puis un temps plus d'échange. On peut aussi avoir quelque chose d'un peu plus spontané. N'hésitez pas à lever la main pour demander plus de précision ou soulever une objection. Enfin, n'hésitez surtout pas. Le propos de ce soir n'est pas celui du début de la vie, parce que la naissance ne coïncide pas avec le début de la vie. Ça n'est pas non plus celui de l'accouchement, parce qu'accouchement et naissance ne sont pas tout à fait superposables. Il existe des cas particuliers, par exemple, après une interruption médicale de grossesse, ou après une mort fétale in utero, qu'une femme doive accoucher d'un enfant déjà mort. Alors, le regard du philosophe estime que je ne pense pas qu'on puisse parler de naissance à proprement parler, parce que l'enfant n'est pas acteur de ce qui se passe étant déjà mort. Donc c'est de la naissance dont on va parler, et aussi de l'accouchement. Peut-être s'il fallait trouver un mot général pour désigner cette réalité, ce serait celle de l'enfantement. Et depuis quelques années que je commence à réfléchir à ces questions, je me rends compte avec surprise que c'est un lieu qui a été étonnamment peu travaillé par les philosophes, justement. Je disais tout à l'heure, en venant, que statistiquement, on naît autant de fois qu'on meurt, c'est-à-dire une fois par vie, remarquez bien. Mais autant les philosophes se sont tous ou presque interrogés sur la mort, ce que ça peut bien signifier que de mourir, autant je vous mets au défi de trouver un philosophe qui se soit interrogé sur ce que c'est que naître. Et pourtant, ça me semble une question très importante, et je vais essayer, dans les minutes qui nous rassemblent ce soir, de vous montrer en quoi réfléchir à notre rapport à la naissance peut être utile, on pourrait dire, peut jeter deux éclairages, peut être utile à deux points de vue. D'une part, et c'est un peu les thèses que je vais essayer de défendre comme ça, modestement devant vous, d'une part, je crois que notre rapport à la naissance est symptomatique, comment dire mieux, révélateur de notre rapport à la nature en général. Alors par nature ici, il ne faut pas entendre seulement l'environnement, genre les arbres, la mer, les oiseaux, tout ça. Non, ici je parle de relatif à notre nature, à ce qui, dans les êtres qui nous entourent, relève de leur nature, c'est-à-dire de ce qu'ils ont en propre. Ce que chaque être a de spécifique, chaque être qui nous entoure a une nature propre, nous y compris, on parle bien de nature humaine. Et je crois que notre rapport à la naissance est assez révélateur de ce rapport à la nature que l'on a, à l'échelle de la société ou à l'échelle personnelle, on pourrait dire. Et puis inversement, on pourrait dire aussi que comprendre, c'est le deuxième éclairage, comprendre notre rapport à la naissance peut être une manière de repenser, cette fois de manière plus active, notre rapport à la nature. Donc il y a à la fois analyser comment spontanément notre société approche cette nature qui est donnée. Ça paraît un peu abstrait pour l'instant, vous allez voir, on va entrer très vite dans l'épisiotomie ou la césarienne. Mais à la fois notre rapport à notre nature, et puis à la fois comment ce rapport on peut l'interroger, le questionner, peut-être un peu comme ça de biais. Parce que ce rapport à la nature, il est tout à fait symptomatique ensuite de comment on va aborder les questions liées
au diagnostic prénatal, à l'interruption de grossesse, à l'embryon humain et à ses manipulations, à la procréation médicalement assistée. C'est fascinant de voir comment d'ailleurs, même des mouvements en faveur de la vie, dans la présentation, j'aurais pu dire peut-être certains connaissent un mouvement qui s'appelle Mère de Miséricorde. Donc avec mon épouse, nous sommes au conseil de modération de la fraternité Mère de Miséricorde. Nous sommes en charge de la formation. Et c'est frappant de voir comment finalement cette question de la naissance est peu prise en charge. Alors il y a par exemple les sœurs des maternités catholiques, mais c'est un lieu, la naissance, qui est beaucoup moins investi que l'embryon, l'avortement, etc. en fait. Mais je pense que c'est un lieu très fort, très important à beaucoup d'égards. Et juste histoire de terminer ma petite conclusion, j'évoque peut-être celui qui est encore aujourd'hui le plus grand historien de la naissance. Il s'appelle Jacques Gélis, G-E-L-I-S. Il a publié dans les années 80 plusieurs ouvrages, ensuite des chapitres dans des livres, mais plusieurs ouvrages, 2 ouvrages majeurs en particulier. Donc c'est un monsieur qui est toujours vivant, qui a presque 90 ans. Et l'un de ses livres, ça s'appelle « La sage-femme ou le médecin ». Et c'est un historien de formation, c'est un professeur à l'université en histoire. Et il a cherché à comprendre comment on accueillait le nouveau-né dans les sociétés traditionnelles. Donc, il étudie pour la France. Donc, comment, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, on a peu à peu évolué dans notre manière d'accueillir le nouveau-né. Ça, c'est un de ses livres. Ça s'appelle « L'arbre et le fruit ». Et puis, dans La sage-femme ou le médecin, comment, cette fois, du côté du professionnel de santé, on a peu à peu changé de regard sur la manière d'accueillir la naissance et de pratiquer les accouchements. Ça s'appelle donc « La sage-femme ou le médecin ». Et à la fin de ce livre, Jacques Gélis a cette phrase que je vous lis. Une société a l'accouchement et la naissance qu'elle mérite. Accouchement et naissance ne sont au fond que des symptômes. Ce n'est pas autre chose que ce que je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et pour commencer, peut-être un préambule qui ne parlera pas encore de naissance et d'accouchement, mais un petit préambule plus philosophique sur cette histoire de rapport à la nature. Pour dire les choses en synthèse, il me semble que se dégagent dans l'histoire de la pensée 3 grandes tendances, 3 sortes de rapports à la nature. Ces 3 sortes de rapports, ils se caractérisent chacun par un mot, c'est assez simple. Coopération, domination, négation. Coopération, domination, négation. Et on trouve des philosophes pour défendre un rapport de coopération, d'autres un rapport de domination, d'autres même une négation de la nature. Je vais en dire quelques mots à chaque fois. Je signale juste que nous ne sommes pas les enfants de l'un de ces courants en particulier, mais notre société, nous-mêmes, nous sommes, on pourrait dire, les descendants d'une sorte de tressage de ces 3 tendances. Coopération, domination, négation. À parts égales, variables selon les situations, selon les personnes, etc. Mais on trouve des échos, encore aujourd'hui, de ces 3 attitudes. S'il fallait citer peut-être un auteur emblématique de chaque attitude, l'auteur de la coopération, c'est Aristote. Nous sommes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et la nature, chez Aristote, c'est ce qui est donné justement par l'engendrement. L'engendrement, c'est évidemment l'engendrement humain, mais aussi les plantes, les animaux se reproduisent chacun à leur manière. Et une rose donne des boutons de rose, un chien des bébés chiens, un humain des bébés humains, etc. Et la nature est donnée. Elle est donnée non seulement avec une sorte de carte d'identité fondamentale, mais aussi avec tout un tas de potentialités. Ça, c'est un point qui me semble très important et souvent assez négligé quand on parle de la nature chez les anciens. Aujourd'hui, on entend, peut-être vous avez déjà entendu ce mot, de l'essentialisation dans les livres spécialisés, notamment sur les questions de genre. On va beaucoup aller contre l'essentialisation du masculin et du féminin. Ça veut dire faire entrer le monde dans des cases bien strictes. L'essentialisation, c'est un mot qui est vu comme très négatif. Mais c'est parce que la nature des êtres, elle est vue comme quelque chose d'enfermant. Si on vous attribue une nature ou si vous avez une nature, on l'imagine comme une sorte de boîte ou de pré duquel vous ne pouvez pas sortir. En fait, la nature, chez Aristote, elle est un lieu de coopération parce que notre nature, elle dit ce que nous sommes, certes. Donc là, il y a quelque chose, on pourrait dire, de statique. C'est une forme de roc sur lequel nous sommes construits, notre propre nature. Mais la nature, chez Aristote, elle dit aussi tout ce que nous pouvons devenir. Tout ce que nous pouvons devenir. Et il y a une vision tout à fait dynamique de la nature, par exemple, chez Aristote. Cette nature, parfois, elle est blessée ou elle est abîmée. Il revient, par exemple, au médecin, de devenir, on disait au Moyen-Âge, le ministre de la nature. Ça veut dire littéralement le serviteur de la nature.
pour lui permettre de revenir sur les rails, si l'on peut dire, et le rail fondamental, c'est celui de la santé. Donc il y a cette idée de coopérer à un dynamisme dont nous sommes les libres acteurs, parce que la nature qui est la mienne, je peux chercher à la déployer au cours de mon existence, comme au contraire, je peux ne pas chercher grand-chose. Évidemment, l'invitation d'Aristote, c'est se déployer. On pourrait dire donner le meilleur de soi-même. Ça me semble quelque chose de tout à fait dynamique. Ça, c'est sa vision de la coopération. Parce que donner le meilleur de soi-même, ça suppose de savoir ce que je suis moi-même. Il y a l'idée de prendre appui sur ce que je suis pour me déployer. Voilà l'idée de coopération. Est-ce que ça vous semble clair pour l'instant ? La deuxième attitude, c'est celle de la domination. Et le penseur de la domination, c'est Descartes, au XVIIe siècle. René Descartes, nous sommes donc dans la première moitié du XVIIe siècle, ça n'est pas le seul à le faire, mais c'est celui qui peut-être va le faire avec le plus d'influence, va promouvoir ce qu'on appellerait une sorte de programme de recherche. Il faut chercher à comprendre le monde qui nous entoure, et y compris notre propre nature, dans un but de maîtrise. Comprendre pour maîtriser. Un écho contemporain de cette question de la domination, c'est le transhumanisme. Il s'agit de comprendre les mécanismes fondamentaux des lois, de la physique, de la biologie, etc., pour les faire tourner à notre avantage dans un but, par exemple, d'optimisation. Ça, c'est la thèse cartésienne, la thèse de la domination. Et la domination, elle s'opère par excellence par la technique. Il faut construire des machines. On a souvent de Descartes l'image d'un penseur abstrait. Descartes est tout sauf un penseur abstrait. D'ailleurs, il n'était pas très cartésien. Au sens où par cartésien, on entend celui qui fait on pourrait dire des démonstrations, celui qui est très rigoureux, celui qui... vous ne trouvez pas grand-chose de ça chez Descartes quand on lit ses textes. Mais Descartes, c'est un penseur, disais-je, de la maîtrise par la technique. Descartes, c'est un obsédé de la médecine. Pendant 20 ans, Descartes a fait des expériences médicales, lui-même. Et Descartes souligne à plusieurs reprises à quel point le but ultime de sa philosophie, c'est le développement de la médecine. Descartes, dans son plus célèbre texte, le discours de la méthode, annonce que l'un des objectifs principaux de sa philosophie, c'est la guérison de toutes les maladies. Et voire même, dit-il, peut-être le prolongement de la vie. On n'est pas loin des idéaux transhumanistes d'aujourd'hui. Donc, idéal de la domination par la technique. Remarquons que à cette période, donc je rappelle, Descartes, nous sommes au début du XVIIe siècle, c'est peu à peu le développement d'une maîtrise très concrète sur la nature. C'est l'époque du développement de l'art des jardins, développement de l'urbanisme. Tout ça, ce sont des lieux, chacun à sa manière, de maîtrise de la nature, où l'être humain va imposer une forme de domination sur ce qu'auparavant il se contentait de recevoir. Et tout ça se fait dans cette période du XVIIe puis du XVIIIe siècle. Enfin, la troisième attitude, vous comprendrez que je donne quelques éléments à chaque fois pour ne pas nous attarder de trop, cette attitude de négation de la nature. S'il fallait citer un auteur, j'hésiterais même entre deux, mais peut-être citons un seul, ce serait Sartre au XXe siècle, Jean-Paul Sartre, qui est mort en 1980. Sartre, c'est l'auteur emblématique de la négation de la nature. Comme dit Sartre dans un de ses textes les plus célèbres, nous ne sommes rien, enfin lui il le dit au singulier, je ne suis rien, c'est une citation, hein, je ne suis rien, et je serai tel que je me serai fait. C'est l'idéal d'une construction de soi. Mais d'une construction de soi à partir de rien. Remarquez bien, là où le modèle d'Aristote, c'est le modèle de la croissance, c'est-à-dire le modèle de la plante, voyez, qui pousse en assimilant quelque chose, les nutriments du sol pour la plante. Le modèle sartrien, c'est le modèle du bâtiment. On va empiler des choses qui viennent de l'extérieur. Dans quel but, pourquoi, ce n'est pas vraiment la question. Chez Sartre, chacun est d'une liberté angoissante, c'est son livre de la nausée. Chacun est tellement libre que c'en est angoissant. Et il s'agit pour l'être humain de se construire et de se construire à partir de rien. Okay. Ce sont des problématiques que l'on va retrouver aujourd'hui justement dans les questions du genre, par exemple. Plus de données, tout est construit. Alors Sartre n'est pas le seul représentant de ce courant, mais ça me semble un des représentants les plus forts. Ici, nous sommes dans l'idée de la négation. Le donné importe peu,
La seule chose qui compte, c'est ma volonté et l'effort que je vais mettre pour me construire, me définir à partir de rien. Est-ce que ça va pour ces 3 attitudes? Remarquez, on va pouvoir les retrouver justement en parlant de ce thème, j'y viens enfin, de la naissance et de l'accouchement. Et peut-être prenons par ce mot d'accouchement, qui est un mot, tout ce qu'il y a de plus courant aujourd'hui, mais qui n'était pas le mot par lequel, originellement, on désignait le fait pour une femme de mettre au monde son enfant. Le mot d'accouchement, c'est un mot tardif qui date du XVIIe siècle, bien après que les femmes aient commencé d'accoucher. Et c'est un mot qui dit quelque chose de très fort, d'abord sur la manière dont les femmes accouchent. Pendant l'Antiquité, même l'époque médiévale, jusqu'au début de l'époque moderne, les femmes ont toujours accouché debout. Enfin, quand je dis debout, d'abord, la femme était mobile pendant le temps du travail, elle se déplaçait au minimum parce qu'au moment où le travail commençait, on s'enfermait le plus souvent, parce qu'on cherchait la chaleur, et que bien souvent on s'enfermait dans la pièce unique de la maison, celle où on faisait le feu, et la femme pouvait déambuler dans la pièce, quitte à être soutenue par une ou 2 autres femmes de son entourage. C'était un lieu clos, un lieu protégé, un lieu de femmes justement, d'où le mari était exclu. C'était une réalité exclusivement féminine que celle de la naissance. À la limite, on faisait venir une femme du village qui possédait une certaine connaissance de ces choses-là, celle que l'on a appelée la matrone. C'était un mot tout à fait... Aujourd'hui, ça aurait presque une connotation péjorative. À l'époque, c'est le mot absolument normal pour désigner la femme qui a la connaissance des mères. Matrone, ça vient de mater, la mère. Donc elle sait comment on devient mère. Ça veut dire qu'elle a elle-même plusieurs enfants déjà. Et cette connaissance, elle l'a acquise par l'expérience de ses propres enfantements d'une part, et puis d'autre part parce qu'elle a accompagné une matrone plus âgée en observant pendant un certain temps. Et puis finalement, les femmes lui ont fait confiance pour qu'à son tour, on lui confie la responsabilité d'aider la femme à mettre au monde son enfant. Mais les femmes mettaient au monde leur enfant debout. Alors, debout parce qu'elles déambulaient, elles pouvaient marcher dans la petite pièce, parce qu'elles se tenaient sur leurs pieds, même si elles pouvaient s'accroupir. La position la plus traditionnelle de la naissance, c'est la naissance accroupie. Comme la position accroupie, elle est difficile à tenir longtemps, il pouvait arriver que la femme s'agenouille, mais le plus souvent, elle s'asseyait, soit sur le bord d'une chaise, soit même parfois sur les genoux d'une autre femme. Mais elle se tenait sur ses pieds. Jamais, jusqu'aux époques modernes, les femmes n'ont mis au monde leur enfant allongé. Justement, cette position horizontale de l'accouchement, elle est apparue au cours du XVIIIe siècle avec le développement d'un métier nouveau, celui de l'accoucheur. L'accoucheur, c'est d'abord un homme, et un homme qui tient son nom du fait qu'il fait allonger les femmes. C'est pour ça qu'on l'appelle l'accoucheur, parce qu'il fait coucher les femmes pour mettre au monde leur enfant. Et le verbe accoucher, au XVIIIe siècle, il ne s'attribue pas aux femmes elles-mêmes. D'ailleurs, encore aujourd'hui dans la langue française, il s'attribue à l'homme dont on dit qu'il a accouché telle femme. Parfois on dit, tiens, c'est le médecin qui m'a accouché ou qui a accouché, je ne sais pas qui. En fait, ça c'est la manière la plus ancienne d'utiliser le verbe accoucher. Accoucher, c'est l'activité de l'homme qui fait allonger la femme. Pourquoi ? Pour d'abord avoir une vision plus simple des organes de la génération, comme on dit au XVIIe siècle. Parce que la position horizontale, c'est celle qui lui permet le mieux de voir et donc aussi d'agir. Allonger la femme, c'est permettre à l'accoucheur d'intervenir au moment de la sortie de l'enfant pour éventuellement tirer sur lui, le tourner, faire... Aujourd'hui, on parlerait en termes plus médicaux de manœuvre obstétricale. À l'époque, c'était un peu plus rudimentaire, mais c'était l'idée d'une intervention. Remarquons que cette pratique du recours à l'accoucheur a mis très longtemps avant de s'imposer. Ça ne s'est pas fait du tout immédiatement. Pour une raison, on pourrait dire sociologique très forte, c'est que les femmes ne voulaient pas que des hommes les voient, et en plus des hommes étrangers. Le lieu de la naissance, ça a été pendant des siècles le lieu de l'intimité à tout point de vue. L'intimité du corps de la femme, mais aussi l'intimité, on pourrait dire,
de la sphère privée. C'est les amis, les parentes, c'était quelqu'un que l'on connaissait qui était autorisé dans le lieu de la naissance. Là, faire intervenir un accoucheur, voire même, pire, se rendre sur un lieu spécifique, ce que nous on appellerait hôpital, se rendre dans un lieu spécifique pour être accouché par un inconnu qui vous voit dans un moment de particulière, on pourrait dire, vulnérabilité, ça, c'était socialement assez réprouvé et on estimait dégradant de devoir en arriver là. Donc, le recours à l'accoucheur a mis du temps avant de s'imposer. Même les matrones, c'est un métier qui a peu à peu, on pourrait dire, évolué. Et du reste, quand les accoucheurs ont commencé d'écrire des livres pour transmettre leur savoir, nous sommes au début du XVIIIe siècle, les positions spontanées des femmes, la position accroupie par exemple, ce sont des positions qu'ils qualifient de bestiales. C'est l'idée de l'état de nature. Il y a quelque chose de presque trop spontané. Voyez, là où la position, en termes médicaux, on dit le décubitus inversé, ça veut dire la position allongée avec, comme on dirait aujourd'hui, les jambes repliées. Cette position-là, c'est la position, on pourrait dire, de la maîtrise de la nature. C'est la position technique de l'accouchement, si j'essaie de vous faire sentir. Ici, on est dans l'idée de la domination. Pas forcément d'une domination des femmes en soi, mais la domination d'un processus dont on va insister sur le fait qu'il soit dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut intervenir. Parce qu'après tout, les femmes ne savent pas accoucher toutes seules. C'est ce qu'on va finir par leur faire croire. Donc il faut intervenir pour éventuellement ou les sauver ou sauver l'enfant. Ce qui, dans un certain nombre de cas, se révèle vrai. De toute façon, quand on parle naissance ou accouchement, il n'y a rien qui vaille dans tous les cas. Ni jadis, ni aujourd'hui. Mais l'idée générale, c'était celle-ci. Gagner en maîtrise, on pourrait dire. Et puis les hommes accoucheurs se sont mis à petit écrire des traités, je le disais, pour aussi en profiter pour critiquer les matrones, ces femmes qui, elles, n'avaient pas de diplôme et comptaient seulement sur leur expérience. Alors on va leur reprocher un certain nombre de pratiques. Par exemple, elles donnent trop à manger aux femmes. Remarquez, aujourd'hui, c'est un débat intéressant. Vous avez des maternités où on vous autorise à manger, d'autres où on ne vous autorise pas. Donc les accoucheurs, ils étaient pour qu'on ne donne pas trop à manger aux femmes. Les matrones, elles laissaient manger les femmes. Ça, c'était un reproche qu'on leur faisait. Et puis, après la naissance, les matrones, elles autorisaient les femmes, elles les encourageaient à dormir et à se reposer. Ça veut dire quoi de plus naturel? Oui, mais l'accoucheur, lui, il veut qu'on surveille l'état de santé de la femme. Ce n'est pas une problématique récente, c'était déjà une problématique du XVIIIe siècle. Et pour surveiller cet état de santé, à une époque où on n'a pas d'instruments d'enregistrement, de mesure, etc., il faut tenir la femme éveillée pour pouvoir interagir avec elle. Donc vous voyez, là aussi, on est dans une idée de domination d'une certaine manière. Du reste, les matrones, elles posent l'enfant sur le corps de la femme enceinte, juste après la naissance. Et puis elles ne coupent pas le cordon tout de suite. Autant de problématiques contemporaines encore. Hein. Mais ça fait partie des critiques que déjà au XVIIIe siècle, on leur adresse. C'est fascinant du reste. Le moment de basculement, paradoxalement, c'est une femme qui va le faire advenir. Nous sommes dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Remarquez, malgré toutes ces hésitations, hein, si la profession d'accoucheur va perdurer, c'est à cause des puissants. Louis XIV est le premier à avoir eu recours à un accoucheur pour ses maîtresses et ses épouses successives. Et ça va avoir un rôle très important. Parce que le métier d'accoucheur va jouir de ce prestige que les naissances royales ont été réalisées grâce à lui. Vous voyez, il y a une forme de conspiration du pouvoir politique avec l'homme accoucheur pour lui donner son crédit, si vous voulez. Mais ce qui va faire basculer la situation, c'est une femme, paradoxalement. Nous sommes dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Elle s'appelle Madame du Coudray. L'histoire n'a pas retenu son prénom. Coudray, C-O-U-D-R-A-Y. C'est une femme qui, entre 1760 et 1780, va recevoir une sorte d'autorisation, voire de mission, de parcourir la France pour former les femmes qui accompagnent les accouchements. Et les matrones vont devenir des sages-femmes. Nous sommes dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On va professionnaliser la compétence de ces femmes qui accompagnent les accouchements. Concrètement, ça signifie que cette Madame du Coudray, elle fait le tour, donc ça dure des semaines, des mois, etc. Elle va dans différentes villes de France qui veulent bien l'accueillir et elle organise des séries de cours publics où les femmes sont invitées à venir.
Ce sont des femmes qui, pour presque toutes, ne savent ni lire ni écrire. Donc ce n'est pas elles qui vont lire les livres des accoucheurs. Alors Madame du Coudray se munit pour la première fois de mannequins de démonstration. Nous sommes dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Des mannequins qui sont faits de tissu et qui représentent un corps de femme tronqué, disons, entre le nombril et les mi-cuisses, pour montrer le bassin, avec un petit mannequin pour montrer le fœtus, pour montrer petit à petit comment le mouvement, les différentes positions, comment les manœuvres que l'on va pouvoir appliquer, enfin, on pourrait dire s'entraîner d'une certaine façon et montrer comment pratiquer des accouchements en minimisant les risques pour la mère comme pour l'enfant. C'est l'émergence de la profession de sage-femme dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On estime que Madame du Coudray, en 20 ans, a formé plusieurs milliers de femmes à travers la France. Mais, paradoxalement, cette, on pourrait dire, montée en compétence des femmes va faire émerger un autre métier concurrent, celui de gynécologue obstétricien. En fait, la petite subtilité de l'affaire, c'est que Madame du Coudray reçoit donc une invitation à former les femmes, mais en parallèle, elle reçoit l'obligation d'organiser, dans la suite de ses cours pour les femmes, des formations spécifiques pour les hommes. Ce sont deux formations distinctes, le matin l'un, l'après-midi l'autre. Les hommes, eux, ce que l'on appelait accoucheurs, mais qui faisaient ça de manière, on pourrait dire, un peu rudimentaire, vont être formés à quelque chose de très particulier, à l'utilisation des instruments pour la naissance. Et l'instrument très à la mode de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est le forceps. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un forceps, ça s'utilise encore aujourd'hui, il existe des dizaines de modèles de forceps. Ce sont des sortes de spatules que l'on glisse autour de la tête du presque nouveau-né, puisque ça se fait vers la fin de l'accouchement, et puis deux spatules qu'ensuite on accroche ensemble pour pouvoir ensuite tirer d'une manière étudiée, pour tirer et orienter la tête du fœtus pour l'aider à naître. Les forceps, ça date du XVIIIe siècle et on voit un développement, enfin une sorte de délire du forceps. Pendant toute la première moitié du XIXe siècle, on va inventer tout un tas d'instruments pour la naissance. Les hommes s'en sont donnés à cœur joie pour instrumenter la naissance. Vous voyez qu'on est encore dans l'idée de la technique. Les femmes, les sages-femmes maintenant, il faut les appeler ainsi, n'avaient pas le droit d'utiliser les instruments. C'était, j'allais dire, un usage réservé aux accoucheurs que maintenant on appellerait des obstétriciens. Et ces accoucheurs vont faire passer le recours à l'instrument comme quelque chose d'absolument indispensable. Et on va utiliser de plus en plus fréquemment les instruments pour aider les enfants à naître. En parallèle de cela, j'avance encore un peu dans l'histoire, qui dit instrument, qui dit intervention, se répand petit à petit une pratique fort décrite à l'époque, ce qu'on appelle la césarienne. La césarienne, ça existe depuis presque toujours, c'est-à-dire même depuis l'Antiquité. Mais la césarienne se pratiquait, dans l'Antiquité au Moyen-Âge, seulement sur des femmes mortes. Pourquoi on pratiquait alors la césarienne ? Dans le cas d'un accouchement qui se passait extrêmement mal, lorsque la femme venait à mourir, on essayait de sauver l'enfant en ouvrant le ventre de la femme pour extraire l'enfant. Donc ça se faisait presque au moment de l'accouchement. Et puis, petit à petit, au cours justement du XVIIe et du XVIIIe siècle, on a commencé à tenter l'opération de la césarienne sur des femmes qui n'étaient pas encore mortes. Mais tout en sachant que il y avait de bonnes chances que la césarienne elle-même les tue. Donc ici, il y avait toujours une hésitation de est-ce qu'il faut encore laisser faire la nature ou intervenir. Le problème de la césarienne, à l'époque, pour être concret, n'est pas tant d'ouvrir le corps de la femme que de le refermer. Ce que l'on ne sait pas faire correctement, c'est suturer la plaie d'une manière qui évite les infections. Alors, soit dit en passant, jusqu'au milieu du XIXe siècle, on pratique la césarienne sans anesthésie. Une des toutes premières à subir la césarienne avec une anesthésie au chloroforme, c'est la reine Victoria en Angleterre, ce qui a beaucoup diffusé. C'est la première pratique d'analgésie pendant l'accouchement, c'est le chloroforme. La reine Victoria a demandé à être anesthésiée au chloroforme pour subir la césarienne. Et ça va rendre la chose à la mode. Donc, mais jusqu'au XIXe siècle, la césarienne, c'est sans anesthésie. Et
Donc on pratique cette technique, mais voyez, dans des cas très désespérés et de manière très hésitante, on pourrait dire. La césarienne, elle ne se répand que dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est beaucoup plus récent, quand se déploient à la fois des techniques plus pointues pour ouvrir et refermer, mais aussi quand se déploie une analgésie plus efficace. Et donc on va coupler la césarienne avec la péridurale. Il existe deux sortes de césarienne, la césarienne en urgence et la césarienne programmée. Le lieu de l'investigation, lieu de domination intéressant, la césarienne programmée, l'indication classique, c'est la présentation par le siège. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, dans 90% des cas, le nouveau-né se retourne pendant la grossesse, sous un effet physique très simple, celui de la gravité. Moi, je m'étais toujours demandé pourquoi le nouveau-né se retourne. Parce que c'est comme un culbuto, c'est la partie la plus lourde qui descend, et la partie la plus lourde du nouveau-né, c'est la tête. Donc elle descend, elle se retourne. Et puis le nouveau-né grossissant, il ne peut pas se retourner dans l'autre sens puisqu'il n'a plus la place pour remonter. Mais il arrive, entre 5 et 10% des cas, que le nouveau-né ne se retourne pas, ou se retourne plusieurs fois, mais toujours est-il qu'il ne se présente pas par la tête. L'avantage de la présentation céphalique, c'est-à-dire par la tête, c'est que c'est la partie la plus large. Donc une fois que la tête est passée, tout est censé passer. Alors on peut se présenter par le siège. Alors le siège, c'est la manière pudique pour dire par les fesses. La pire présentation étant le siège complet, c'est-à-dire la présentation par les pieds d'abord. Voilà. La présentation par le siège, évidemment, aujourd'hui, elle peut se détecter. Alors, on a toujours pu la détecter au toucher. Oui, jusqu'au milieu des années 70, une sage-femme, pour suivre une grossesse, elle bénéficiait d'un mètre ruban et d'un cornet acoustique, un peu genre professeur Tournesol, pour poser sur le ventre et entendre le cœur du nouveau-né, enfin, du fœtus. Mais on n'a pas d'échographie, ça apparaît seulement au milieu des années 70. Et ça se développe au cours des années 80. Donc aujourd'hui, on regarde ça, alors on peut faire confiance à sa sage-femme qui touche le ventre, ça c'est très impressionnant à voir d'ailleurs, une sage-femme qui touche et qui dit votre bébé il a le dos ici, la tête là, enfin ça c'est l'expérience quoi, la main. Et puis sinon on a le recours à l'outil qui est l'échographie et on regarde comment se présente le fœtus. Le classique de la césarienne programmée, c'est la présentation par le siège. Des années 70 aux années 2000, on a eu de cesse d'augmenter le pourcentage de césariennes programmées pour une présentation par le siège. Au début des années 2000, 90% des sièges détectés pendant la grossesse donnaient lieu à une césarienne. Ce qui est très élevé. Dans les années 70, c'était 30% et c'est monté progressivement jusqu'à 90%. Aujourd'hui encore, vous trouvez des hôpitaux qui refusent l'accouchement par voie basse dans une présentation par siège, par principe. En région parisienne, c'est l'hôpital de Poissy par exemple, qui refuse l'accouchement par le siège, par voie basse. Et à l'inverse, d'autres hôpitaux qui acceptent. Ça dit beaucoup du rapport à la nature, me semble-t-il. Parce que on pourrait dire, données scientifiques de ces 25 dernières années, parce que le pic, c'est les années 2000. Depuis l'an 2000, on revient en arrière. Dans le rapport à la nature, c'est intéressant. La deuxième moitié du XXe siècle, c'est une hésitation quant à l'usage de la technique, on pourrait dire. Depuis 20 ans, 25 ans, il y a une forme de rebond timide en faveur de la nature, pour dire les choses rapidement. Mais tout ça est lent et un peu inextricable. Aujourd'hui, le taux de césarienne programmée pour accouchement par le siège, il diminue. Parce qu'on s'est rendu compte, et il y a de plus en plus de médecins qui vont promouvoir le fait que l'accouchement par le siège n'est pas en soi un accouchement pathologique. La seule différence, c'est qu'il faut savoir comment faire. Dans un hôpital comme l'hôpital de Poissy, donc c'est un très gros hôpital de l'ouest parisien, on ne fait plus d'accouchement par le siège. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui sait le faire. Parce que comme ça fait 20 ans que ça ne se fait plus, parce qu'un jour il y a un chef de service qui a décidé que c'était dangereux et qu'il ne fallait pas le faire, ben, la compétence s'est perdue. Et donc si vous ne savez plus le faire, ben, vous ne pouvez pas l'apprendre à quelqu'un d'autre. Et comme on n'apprend pas ça en école de sage-femme, et vous avez beau avoir envie, vous ne savez pas, donc vous ne le faites pas. Okay. Donc il y a un enjeu ici, comme au XVIIIe siècle, de transmission, on pourrait dire, de personne à personne. Tout ne s'apprend pas dans les livres. Okay. Donc depuis une dizaine d'années, le taux de césarienne, de manière générale, parce que la césarienne, ce n'est pas que la césarienne programmée pour le siège, le taux de césarienne baisse en France. Mais nous sommes encore bien au-dessus du taux que l'OMS juge raisonnable. Pour l'OMS, c'est 10 à 15% des grossesses qui nécessitent une césarienne en moyenne. En France, on est entre 20 et 25.
Vous avez des pays, le record c'est au Brésil, 55%. 55% des femmes qui accouchent par césarienne. Remarquez bien, aujourd'hui, on assiste en France, depuis une dizaine d'années, à une recrudescence des demandes de césarienne sans indication médicale. Ça, c'est un lieu très intéressant aussi d'étonnement. Ça veut dire des femmes qui, pour leur premier enfant, demandent si elles peuvent accoucher par césarienne alors qu'il n'y a pas de motif médical. Je crois que ça dit beaucoup du rapport à la naissance. Parce que bien souvent, c'est la peur qui est le motif de ces femmes. Il y a une collègue psychologue qui a publié un livre entier sur ce sujet-là l'année dernière et qui a mené toute une étude pour essayer de comprendre ces demandes de césarienne qui n'émanent pas du corps médical, justement, mais qui émanent de femmes sans raison médicale apparente. Et le motif principal, c'est la peur. Alors, ça peut être la peur de la douleur de l'accouchement, la peur de la longueur de l'accouchement. Une césarienne, ça dure 20 minutes. Donc vous savez quand vous rentrez au bloc, vous savez quand vous ressortez. C'est l'avantage de la technique. Vous êtes dans des clous de base plutôt connus. Donc la douleur de l'accouchement, le temps de l'accouchement, la peur de l'accouchement par voie basse et des répercussions éventuelles que ça peut avoir sur leur sexualité. Donc il y a plein de, on pourrait dire, de peurs qui se greffent autour de cette question-là. Et là où avant les médecins étaient plutôt réticents à accepter, on trouve de plus en plus de médecins qui acceptent les césariennes sans raison médicale. Sauf qu'il faut bien remarquer que jadis, on était dans l'idée que la césarienne est potentiellement délétère pour la femme, on sait que ça fragilise l'utérus par exemple, mais que ça ne représentait pas de risque particulier pour l'enfant, ou ça n'avait pas d'effet délétère pour l'enfant. Aujourd'hui, on se rend compte que l'accouchement par voie basse a aussi des mérites physiologiques. Le fait de passer à travers les organes génitaux induit tout un tas de réactions métaboliques chez le fœtus qui n'existent pas dans le cadre de la césarienne et qui sont avantageuses dans l'accouchement par voie basse par rapport à la césarienne. Mais ça, ce sont des recherches de ces 10-15 dernières années. Voilà un lieu intéressant aussi, où le rapport entre peur et domination se fait. Remarquez bien, l'homme, l'être humain, est celui qui produit la technique. Donc la technique, vous voyez, c'est le lieu de la domination de l'être humain sur la nature. Mais, et c'est un philosophe du XXe siècle qui l'avait remarqué, il s'appelle Jacques Ellul, E2LUL, il avait remarqué qu'au XXe siècle, c'est la technique qui a fini par dominer l'être humain. Il appelait ça le système technicien. Certes, c'est les êtres humains qui ont fabriqué la technique, mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes dominés par la technique dans une certaine mesure. Et je crois qu'ici, dans la question de la césarienne sans indication médicale, il y a quelque chose de ce renversement. Parce que l'accouchement ne devient plus un lieu de liberté pour la femme. Ici, c'est un lieu de la peur. Okay. Pour avancer un peu plus vite, je vous passe sur la question de l'épisiotomie, mais c'est un lieu aussi intéressant, je pourrais dire quelque chose. Parce que, comment on pourrait dire ? Là encore, si, c'est un lieu intéressant parce qu'on a cette idée, depuis 15-20 ans, de la réduction du taux d'épisiotomie. Et on ne cesse de le voir baisser. Là, oui, il faut que je dise ce que c'est. L'épisiotomie, c'est le fait de couper la vulve au moment de la sortie de la tête du fœtus, dans le but, soi-disant, d'éviter les déchirures. Alors, on se rend compte que les déchirures ne sont pas forcément plus graves que la section de la vulve, qu'il peut y avoir des effets délétères, et puis qu'aujourd'hui, l'épisiotomie, par principe, elle est rangée dans la catégorie des violences gynécologiques. Parce qu'on a pu pratiquer jusqu'à 40 ou 60% d'épisiotomie pour des grossesses, enfin pour des accouchements. Alors vous avez des lieux emblématiques de la lutte contre l'épisiotomie de base. Par exemple à Besançon, c'est l'hôpital le plus emblématique du lieu parce que c'est eux qui ont 0,3% d'épisiotomie par an, ce qui est rien. La moyenne c'est 20%. Mais ils sont passés de 30% à 0,3% en 20 ans. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, d'abord, c'était peut-être pas nécessaire, que ça pouvait faire du mal aux femmes aussi, d'une certaine manière. Et puis, mais ça voulait dire apprendre aussi une autre manière d'accompagner la tête du fœtus pour limiter les déchirures, apprendre de nouveaux gestes. Mais aujourd'hui, la dynamique elle est plutôt basse. À l'hôpital Port-Royal, à Paris, qui est une des plus grosses maternités en France, ils font 5000 naissances par an. Donc c'est vraiment beaucoup. Une grosse maternité, c'est à partir de 3500 naissances. 5000, c'est parmi ce qu'on fait de plus gros. J'avais regardé les chiffres. Ils sont passés de 40% d'épisiotomie en 2006. Aujourd'hui, le dernier relevé en 2023, ils sont à 5%. Donc vous voyez que la diminution est forte. Bon, à Lyon, je ne sais pas si vous avez beaucoup de chance, parce que le seul hôpital où j'ai réussi à avoir une donnée, c'est à la Croix-Rousse. Et les derniers chiffres, ils sont toujours énormes.
donc 40%, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas si les chiffres sont actualisés, mais ça a l'air d'être très important. Les années 70, je change un peu d'optique, parce qu'ici, on regarde les femmes. Vous aurez remarqué, il est question de la femme. Les années 70 vont voir émerger justement une considération toute particulière pour l'enfant lui-même. Cette considération, elle émerge à la suite d'un livre en particulier, je vous le montre parce qu'il a 50 ans aujourd'hui, cette année, ça s'appelle « Pour une naissance sans violence ». C'est un livre qui est paru en 1974 par un gynécologue obstétricien, Frédéric Leboyer, un livre qui va faire énormément parler au milieu des années 70, parce qu'il va défendre l'idée qu'il faut considérer d'une part la femme, certes, mais aussi l'enfant. La thèse du livre, c'est que l'enfant est une personne, enfin, le nouveau-né est une personne, la phrase y est telle qu'elle, et que cette personne, elle ressent des choses pendant la naissance, qu'il est même acteur de sa naissance. Et donc le Boyer va défendre qu'il y a deux événements qui se passent, une femme qui accouche et un enfant qui naît, et qu'il faut considérer les deux à la fois. Ça va marquer une forme de révolution. Une révolution complexe, je pourrais raconter davantage si ça vous intéresse, mais c'est ce livre qui va initier tout un tas de pratiques qui existent aujourd'hui, qui ont été reprises, qui ont été mises en place par d'autres, pas par le Boyer lui-même, parce qu'il n'exerçait plus à ce moment-là. C'est les fameuses salles nature, l'accouchement dans l'eau, pas couper le cordon tout de suite, naître dans la pénombre, etc. Tout ça, ça date du milieu des années 70. Le premier à avoir mis en place ça, c'est un médecin qui s'appelle Michel Audin, il est toujours vivant. Il a plus de 90 ans, à l'hôpital de Pithiviers, dans le nord de la France. Et donc petit à petit, s'est développé cette idée d'une considération aussi pour le nouveau-né. Je vous ferai remarquer que jusque dans les années 80, on pratiquait des opérations sur les nouveau-nés sans anesthésie. Du type retirer les végétations, ça pouvait se faire sans anesthésie chez le nouveau-né. Il y a tout un tas d'opérations ORL qu'on faisait sans anesthésie, parce qu'on estimait que injecter un produit anesthésiant était source de plus d'inconvénients que ce que le nouveau-né pouvait ressentir. Aujourd'hui encore, 2024, quand on intube, donc passer un tube dans le nez, un adulte, on anesthésie la gorge, mais pas chez les nouveau-nés. Okay. Donc le rapport à la douleur chez le nouveau-né, c'est encore quelque chose de... Encore aujourd'hui, ce n'est pas une question tout à fait résolue, si l'on peut dire. Mais ce livre, il y a 50 ans, marque une sorte de rebond dans l'idée que, certes, c'est bien de considérer la femme, et le Boyer est tout à fait dans ce sens-là, mais il ne faut aussi pas oublier que celui qui est, j'allais dire, plus petit, mais non moins essentiel à la naissance, c'est l'enfant qui naît, et qu'il fallait aussi le prendre en compte. Aujourd'hui, pour finir, depuis une dizaine d'années, il y a une sorte de, on pourrait dire, de regain féministe de prise en compte de l'accouchement. Je m'explique. Là où la vague du féminisme des années 70, par exemple Simone de Beauvoir, etc., avait nié les questions de la maternité, parce que la rhétorique des années 60 et 70, c'est la maternité comme lieu de l'asservissement. Donc Simone de Beauvoir, elle n'a pas eu d'enfant, et dans le deuxième sexe, elle critique la maternité parce que c'est le lieu de la domination de l'homme sur la femme animale, la femme asservie, etc., etc. Depuis une dizaine d'années, ça vient d'ailleurs aussi des États-Unis, on trouve au contraire un courant féministe en faveur de la maternité, non pas pour pousser les femmes à avoir des enfants, mais en faveur de la maternité au sens, ça existe aussi, mais au sens d'une forme de promotion, comme elles disent, de l'accouchement respecté. Donc vous avez de plus en plus une dynamique de respect des femmes dans leur souhait. Aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga du projet de naissance, avec tout ce que ça peut avoir peut-être d'inconvénients, mais je vais en dire un mot pour finir. Mais cette idée de l'accouchement respecté. Le lieu de l'accouchement... Alors par exemple, une chose dont je n'ai pas parlé, mais c'est un courant qui va se montrer modéré, pas critique, c'est trop fort, mais modéré quant à la question de la péridurale. Ça peut paraître surprenant. Là où, dans les années 50, 60, 70, la douleur était vue comme le lieu de la domination... tu enfanteras dans la douleur. Combien de personnes ont cité le verset biblique et tout ça. Donc, le succès de l'être humain, c'est d'avoir éliminé la douleur de la naissance. Aujourd'hui, vous trouvez une dynamique inverse, de dire la péridurale, ça a été aussi un lieu de domination sur la femme. On retrouve cette idée que la technique, elle peut se retourner contre nous. Pourquoi de domination ? Parce que
Pour plein de raisons. D'abord parce que la péridurale, surtout dans les premières années, aujourd'hui ça s'est beaucoup amélioré, ça limite considérablement la mobilité des femmes, puisque l'anesthésie fait qu'on ne peut pas se déplacer, donc impose la position allongée, la position passive on pourrait dire, ou horizontale, réduit la mobilité, parce que l'anesthésie péridurale peut avoir, l'analgésie péridurale peut aussi avoir comme effet de, empêcher qu'on dit le réflexe d'éjection du fœtus, c'est-à-dire de sentir qu'on a envie de pousser. Donc la femme devient dépendante du praticien qui lui dit c'est maintenant qu'il faut pousser. Et la femme n'est plus vraiment actrice de son accouchement. Aujourd'hui, le mot très à la mode, en anglais c'est empowerment, en français ils traduisent empuissancement, c'est un peu bizarrement traduit, une manière de dire de reprendre une forme de pouvoir. Parce que remarquez bien, si la femme n'est pas allongée, c'est le professionnel de santé qui doit être à ses pieds. Symboliquement, c'est très fort. Si la femme se tient debout, par exemple accroupie pour accoucher, c'est le professionnel de santé qui doit se tenir à genoux devant elle. Et c'est lui qui doit accueillir l'enfant comme il vient. La logique, elle est tout à fait inverse, si l'on peut dire, d'un professionnel de santé qui se tient debout devant la femme allongée. Donc ça, ce sont des revendications que l'on trouve de plus en plus fréquemment, proportionnellement. C'est sur quoi je voudrais conclure. Parce que quels enseignements, ça peut bien nous donner. Remarquez, j'ai parlé de la nature d'une part, vous avez senti qu'il y avait aspect de domination ici. Je crois que il y a deux mots, à mon avis, qui qualifient la naissance et qui nous permettent de mieux comprendre ce jeu de rapport de force entre coopérer, dominer, etc. C'est le mot impuissance et le mot imprévu. Je pense que toute naissance humaine se caractérise par ces deux mots. Dans toute naissance, il y a une dose d'impuissance. Ça veut dire une dose d'absence de maîtrise. Il y a quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser dans la naissance humaine. Il y a toujours quelque chose qui ne se maîtrise pas dans la naissance humaine. Et pourquoi ? Parce qu'il y a aussi toujours de l'imprévu. Tout ne se prévoit pas. Aujourd'hui, c'était fascinant, il y a quelques années, je discutais avec une gynécologue qui parlait des appareils d'échographie et qui disait « J'espère que les appareils d'échographie vont arrêter d'évoluer », elle me disait. Je dis « C'est bizarre, parce qu'elle c'est son métier de faire des échographies. » Elle me dit « Mais en fait, les appareils aujourd'hui sont hyper perfectionnés, en fait, on voit tout. » Mais les appareils d'échographie, ils développent de manière un peu pernicieuse tout un tas d'attentes chez les personnes. Vous savez que depuis 15 ans en France, il existe des établissements illégaux qui proposent ce que l'on appelle des échographies de confort. Ça existe, vous pouvez taper même à Lyon, j'ai vérifié, ça existe. Ce sont des établissements non médicaux où une personne qui n'est pas un professionnel de santé vous propose de faire une échographie pendant la grossesse, où vous revenez sur une clé USB avec le petit film de l'échographie. Donc ça existe en France. L'enjeu, c'est utiliser la technique pour aller à la rencontre de votre enfant, etc. Et les professionnels de santé attirent aussi sur les effets potentiellement délétères de trop d'ultrasons sur le bébé et tout. Mais voyez, l'échographie, la technique, elle peut toujours se retourner contre nous d'une certaine manière. C'est pour ça qu'elle demande une grande vigilance. Parce que c'est un grand avantage de pouvoir procéder à des examens échographiques. Mais ça peut avoir cet effet de développer des attentes, avec l'effet pervers que vous faites une échographie soi-disant de confort et vous vous retrouvez sur un écran géant avec une malformation que vous voyez de votre enfant que le soi-disant technicien ne sait pas interpréter parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Enfin, il peut se passer plein de choses aussi qui sont traumatisantes en fait. L'échographie, c'est un lieu qui peut psychologiquement être très fort. Ou, j'allais dire très fort positivement comme très fort négativement. Donc ce sont des pratiques qui sont illégales, mais qui sont en fait très difficiles à contourner par la loi. Enfin, depuis un an ou deux, il y a de plus en plus de mise en demeure par le Conseil de l'Ordre pour essayer de fermer ce type d'établissement, mais il y en a encore beaucoup qui sont ouverts. Et si vous faites la moindre recherche sur Internet, j'ai essayé pour vérifier que c'était possible, vous trouvez plein de sites qui vous proposent ce type de choses, pour entre 70 et 100 euros, selon un peu le package que vous choisissez. Mais vous voyez, ici, c'est renoncer. Ce qu'on redoute le plus, c'est l'imprévu. On veut tout voir, tout savoir, tout connaître au maximum, alors soi-disant pour se préparer. En fait, c'est pour se rassurer. Mais n'importe qui connaît un peu le monde de la vie humaine sait qu'il y a toujours de l'imprévu dans la vie. Ça vaut dans la vie, la nôtre, la mienne. Mais la naissance, c'est le lieu de l'imprévu. Et c'est d'ailleurs le côté un tout petit peu pervers du projet de naissance.
Parce que c'est très bien de réfléchir à qu'est-ce qu'on imagine pour son accouchement. C'est ça l'idée. Alors un projet de naissance, hein, ça peut se formaliser sous la forme d'un papier que l'on prépare où on dit comment on imagine son accouchement à la maternité. Donc moi, je veux qu'il y ait la musique de Jean-Jacques Goldman, les lumières tamisées. Enfin, ça ne peut pas forcément aussi exotique que ça, mais ça peut être juste de dire je veux pas qu'on coupe le cordon tout de suite, je veux quelque chose comme. Enfin voilà, on va essayer de réfléchir à comment on imagine l'accouchement. Donc on fait une sorte de petite liste. Pour les professionnels de santé, pour qu'ils comprennent un peu ce qu'on souhaite. Ce qui, à mon avis, est très intéressant dans l'idée, pour le coup, d'une coopération entre vous et le professionnel. Parce qu'il y a cette idée que vous ne subissez pas le professionnel qui vous dit ce qu'il faut faire, mais que vous exprimez aussi vos souhaits. Très bien. Mais l'idée d'un projet de naissance, le mot projet, il est un peu ambigu. Parce que la naissance, c'est par excellence ce qui ne se projette pas. Et à mon avis, le conseil que je donnerais, je donne, on a 4 enfants avec mon épouse, le conseil qu'on donne à chaque fois à des jeunes couples qui attendent leur enfant, c'est préparez-vous à ce qui est de l'imprévu. Ça arrive. Alors, et pour le coup, c'est une prédiction facile. J'ai pas de boule de cristal, mais l'imprévu, ça arrive toujours. Donc, je me mouille pas trop en disant ça, vous voyez. Mais nous sommes très peu préparés à l'imprévu. C'est bizarre à dire comme ça, mais je crois que ça aide de prendre conscience que l'imprévu ne nous est plus naturel. Ou ne nous est pas naturel. Enfin, dites comme vous voulez. Mais cette idée de la domination fait que l'imprévu, c'est stressant, c'est angoissant. Alors après, chacun a son caractère. Il y en a qui sont plus stressés par l'imprévu, d'autres qui sont un peu plus à la cool, comme on dirait. Mais n'empêche que, surtout pour des choses si importantes, que la vie de notre enfant, évidemment, hein, l'imprévu, c'est toujours le petit « on ne sait jamais », vous savez, dans un coin de la tête. Moi, j'ai une mère qui est très comme ça. Très, très « on ne sait jamais ». Mais son « on ne sait jamais » à elle, c'est « on ne sait jamais » négatif, vous voyez. Parce qu'après tout, on ne sait jamais, il pourrait se passer un truc très, très chouette, très positif, très, très extraordinaire. Non, son « on ne sait jamais » à elle, c'est « on ne sait jamais », il pourrait toujours arriver un truc. Donc bon, c'est pour ça que je ne lui dis pas tout. Mais, de fait, voyez ce truc. Impuissance et imprévu, ça fait partie intégrante de la naissance humaine. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer comment, on pourrait dire, l'homme essaie de se débrouiller avec la technique qui apporte des choses tout à fait positives, et en même temps, la technique qui peut rendre l'imprévu ou l'impuissance encore plus intolérable. Parce que, remarquez bien, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, vous dites, je regarde trop mon téléphone, ou je regarde trop la télévision, ou je ne sais pas quoi, et vous dites j'aimerais bien réduire, alors c'est dur de ne pas regarder le téléphone ou de ne pas regarder la télé. Mais le jour où vous allez en vacances et que vous allez dans un endroit où il n'y a juste pas de télé, ça ne vous manque pas finalement. Mais quand vous rentrez chez vous, vous n'arrivez pas à ne pas l'allumer. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, la possibilité déploie le désir de la chose. Il y a quelque chose de pareil ici. On parlait de l'échographie de confort, la possibilité fait mouliner le petit trou intérieur là, qui fait que le fait de ne pas avoir cette chose possible, en fait, on n'envisage plus que de ne pas l'avoir. Enfin, il y a quelque chose d'un peu pervers. Et quand Jacques Ellul parlait du système technicien, c'est cette idée de la technique qui se retourne contre nous et qui de créature devient ce qui nous emprisonne d'une certaine manière, devient le cadre en fait. Et la naissance, c'est le lieu de ce frottement, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu complexe. Je ne peux pas vous faire une caricature en disant aujourd'hui la naissance, c'est le lieu de la domination et tout. Non, c'est plus compliqué que ça. Vous voyez, on assiste à tout un tas d'initiatives, de dynamiques dans le sens d'une naissance plus coopérative, on pourrait dire. En France, c'est la problématique par excellence de l'accouchement à domicile. Je ne sais pas si vous connaissez le taux d'accouchement à domicile en France, 0,1%. C'est très mal vu l'accouchement à domicile en France. Aux Pays-Bas, c'est 35%. Parce que chez eux, c'est tout à fait normal d'accoucher à domicile. On ne peut pas comparer parce que les systèmes de santé ne sont pas les mêmes. Hein. Oui, mais là, vous me parlez argent. Non, organisation de la santé. Oui, mais enfin, organisation, oui et non. Technique, il y en a partout. Là, les plateaux techniques sont prêts. En 5 minutes, vous accouchez chez vous, il y a un problème, pas vous êtes sur un plateau technique. Oui, mais en France, justement, c'est-à-dire, en proportion, le 0,1%, il est quand même surprenant, vous voyez ce que je veux dire? Même si on ne vise pas le même taux, je suis d'accord. Mais aujourd'hui en France, il y a les maisons de naissance, par exemple. Il y en existe 20 en France à ce jour. Ça a été une lutte très complexe pour ceux qui ont voulu mettre en place les maisons de naissance. Et donc les maisons de naissance, ce sont des lieux qui sont gérés que par des sages-femmes pour faire des naissances les plus, on pourrait dire, physiologiques possibles.
Mais la loi en France a imposé que les maisons de naissance soient collées à des hôpitaux pour pouvoir avoir l'intervention. Parce que nous sommes des obsédés du risque. Et on va vous dire, oui, mais parfois il y a un problème. Mais ce qui est vrai, en fait, ce qui est vrai. Et c'est là où il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la gestion de l'imprévu. Voyez. Et vous trouvez, mais et de même que vous allez trouver des gens hyper militants pour l'accouchement à domicile qui vont faire n'importe quelle sorte d'accouchement à domicile, parfois de manière dangereuse, et inversement, vous allez trouver des gens qui vont faire ça de manière mesurée. Tout existe aussi, en fait. Il n'y a rien qui est tout rose ou tout noir, si l'on peut dire. Mais l'accouchement à domicile, c'est un lieu complexe parce que c'est un lieu, justement, le lieu, en fait, est symbolique. Vous n'accouchez pas à l'hôpital, vous accouchez chez vous. C'est quelque chose de très différent. Alors, on peut accoucher chez soi par, entre guillemets, accident. Il y a 1000 naissances par an en France qui se font chez soi parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller à la maternité, mais ce n'est pas des naissances chez soi programmées. L'accouchement à domicile, c'est le fait de programmer, de contacter une sage-femme qui vient chez vous, qui passe un temps certain chez vous, etc. Mais c'est la question du temps aussi. Une sage-femme qui fait un accouchement à domicile en France aujourd'hui, elle n'a pas d'assurance. Non, parce que les assurances, elle fait ça à ses risques et périls. Parce que les assurances professionnelles pour l'accouchement à domicile sont extrêmement élevées. 30 000 euros par an. Donc une sage-femme, en plus de tout le reste, bien sûr. Donc les sages-femmes ne peuvent pas contracter ce type d'assurance. Donc ça n'encourage pas, vous voyez, aussi à faire des accouchements à domicile. Mais parce que l'hôpital, c'est aussi le lieu, vous voyez, tout va ensemble. L'hôpital, c'est aussi le lieu où on cadre, où on sécurise, etc. Et puis il y a hôpital et hôpital. Enfin, et il ne faudrait pas non plus voir à serrer, il y a l'hôpital, vous savez, les maternités, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Selon le degré de technicité. Il y a des maternités de niveau 3 qui accueillent tout à fait les naissances physiologiques. C'est pas parce que c'est niveau 3 que c'est hyper technicisé. Ça dépend des lieux. Il n'y a pas de règle générale. Mais remarquez bien, on est toujours pris dans cette tension entre agir ou laisser faire. Agir ou laisser faire. Et ça, c'est très très difficile du reste. Agir ou laisser faire. Mais je pense que ça dit quelque chose, et je m'arrête là pour qu'on puisse avoir plus de place pour les questions. Je pense que interroger notre rapport même personnel à la naissance, les peurs qui vont avec la naissance, etc. C'est un lieu, j'allais dire, je ne sais pas comment on pourrait dire, de cristallisation de notre rapport à l'impuissance et à l'imprévu. Je pense que c'est ça la morale. Et l'histoire humaine montre comment les êtres humains essaient de négocier avec leur rapport à l'imprévu et à l'impuissance. C'est un peu ça que j'ai essayé de vous montrer pour vous faire réfléchir. Merci. J'imagine que ça nous laisse du temps pour poser plein de questions ou d'objections, ou s'il faut que je raconte davantage telle ou telle chose, c'est avec plaisir. Alors là, ça va aller mieux. Alors là, ce qui serait sympa, ce serait que les dames s'expriment, parce que c'est quand même un sujet éminemment féminin. Donc nous, pauvres hommes, alors bien sûr on est pères, ou pères potentiellement, mais c'est quand même, mesdames, vous qui êtes un peu concernées. Alors je vais juste, pour vous laisser le temps de réfléchir, évoquer un point qui a attiré mon attention. La possibilité suscite le désir. Donc on l'a vu fonctionner dans le cas de l'accouchement, mais ça m'a fait penser au mécanisme du marketing, non ? Oui, bien sûr. Oui, redites. Créer le désir, c'est ce qu'on apprend en école de commerce. Bien sûr. Ici, la chose, elle est différente parce qu'on ne va pas désirer un objet à posséder ou quelque chose à acheter ou un service à obtenir, mais ce désir, il roule sur une peur, j'allais dire, extrêmement profonde en nous. Oui. Regardez. Je pense qu'il y a une chose très très importante à apprendre dans la vie humaine, c'est apprendre à ne rien faire. Je m'explique. Dans l'accouchement, donc mon épouse a accouché donc 4 fois, et pour faire rigoler les étudiants, souvent je disais, moi j'ai eu très mal à l'accouchement parce que mon épouse elle serrait fort la main. Bon, en fait, elle a accouché 4 fois sans péridurale, donc elle a eu vraiment très très mal. Mais en fait, justement, la place de l'homme, elle est intéressante. D'abord parce qu'il y a certains qui pensent que la place de l'homme, elle n'est pas à la maternité. Encore aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré une sage-femme qui a pignon sur rue et qui, elle, avait refusé que son mari soit là pour la naissance de ses enfants. Elle ne voulait pas que son mari soit là. Aujourd'hui, il y a une forme de presque injonction à ce que le conjoint soit présent. Je comprends, pour le coup,
j'aime pas la règle générale. Je me dis que peut-être il y a des personnes pour qui ça convient pas, et peut-être d'autres pour qui c'est très bien. Enfin, il faut accepter un peu toutes les possibilités. Mais la place de l'homme, peut-être aussi par certains côtés la place du professionnel de santé, et ça pour avoir discuté avec des sages-femmes, ça fait partie aussi du métier, c'est parfois de ne rien faire. J'évoquais Michel Audin tout à l'heure, donc ce médecin qui dans les années 70 a popularisé la naissance dans l'eau, etc., tout un tas de trucs comme ça. Dans les 30 dernières années, donc j'ai eu la chance de le rencontrer pour mon travail, et dans les 30 dernières années de sa vie, il faisait des accouchements à domicile. Et puis on discute et je lui dis, mais comment vous avez fait, à quel moment vous écriviez vos livres? Il a écrit pas mal de livres. Il me dit, mais pendant les accouchements. Je dis, mais pourquoi? Parce que je faisais des accouchements à domicile, dont moi je faisais rien. Il apportait son petit travail, il s'est installé dans la pièce à côté. Lui, il défend la thèse que plus on laisse la femme tranquille, mieux ça se passe. Donc, il était dans la pièce à côté, il faisait son truc, quoi, son petit travail. Ça prenait le temps que ça prenait. Puis s'il y avait besoin, il venait. Mais sinon, il ne se montrait pas, quoi. Il était là et pas là à la fois, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'il a écrit ses livres. Donc, je pense que nous avons besoin d'apprendre à ne rien faire. Parfois, mais ça vaut pour beaucoup de choses. Je prends un exemple qui n'a aucun rapport, c'est la question de la fin de vie. Dans le domaine de la fin de vie, parfois, ce qui est héroïque, c'est juste d'être là. Juste d'être là. Mais c'est très très dur, en fait, de juste être là. Parfois, il n'y a rien à faire. On ne peut plus agir. Mais on peut tenir à tous les sens. Ça peut être tenir la main, vous voyez, mais juste être là. Il y a un poète contemporain que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Bobin. Il est mort en 2022 de mémoire. Et il a accompagné son père dans sa fin de vie avec la maladie d'Alzheimer. Il a écrit un livre poétique sur le sujet, ça s'appelle « La présence pure ». Il n'y a plus qu'à être juste présent. Je pense que la naissance, sauf bien sûr cas particulier, parfois il y a besoin d'intervention, mais de manière générale, c'est aussi un lieu de la présence. Qualité de présence. Qualité de présence de la femme, parce qu'on peut être présente à ce qui se passe, présente à son bébé, ou moins. C'est là où la préparation de l'accouchement aide à essayer d'être présent. Mais présence éventuelle du conjoint, présence du professionnel de santé, cette présence qui, j'allais dire, agit si c'est nécessaire, mais accepte de ne pas agir s'il n'y a pas besoin, vous voyez. Apprendre à ne pas faire. Mais je pense que ça vaut pour beaucoup de choses dans la vie. Il y a beaucoup de lieux comme ça, d'une forme juste de présence. Et il y a quelque chose de biblique. Je pense beaucoup à l'attitude. Le Seigneur, il se rend présent à nous, mais à l'échelle humaine, il ne fait pas grand-chose. Hein. Ben non, j'ai des amis qui ont perdu leur bébé à la naissance, il n'y a pas eu d'intervention divine. Mais le mode d'être du Seigneur, c'est sa présence. On parle même de la présence réelle. Le Seigneur, il se rend présent. Est-ce que dans quelle mesure nous rendons présents, vous voyez, d'une certaine manière. Donc le Seigneur, il est vraiment là. Mais nous attendons sans cesse que le Seigneur il fasse des choses pour nous. Parce que nous, on a envie de faire des trucs. Dans l'ordre de la négation, j'ai parlé de Sartre, j'aurais pu parler de Nietzsche. Très grand philosophe chrétien. Mais je pourrais expliquer si vous voulez, mais c'est vraiment un philosophe chrétien, je pense, à beaucoup d'égards. Et bien, Nietzsche a cette phrase qui est pour le coup très antichrétienne. Il dit « L'être n'est rien parce que l'agir est tout ». De toute façon, Nietzsche, tout est juste, mais à condition de prendre exactement le contraire. Si l'on peut dire. Enfin, il a tout vu, mais à l'envers, quoi. L'être n'est rien parce que l'agir est tout. Nous avons compris que, alors l'agir n'est pas rien, mais que ce qui est premier, c'est l'être. Et dans la naissance, il y a quelque chose de ça. Accepter ce qui est. Accueillir. Voilà. Pour moi, le meilleur verbe pour dire la naissance, c'est accueillir. Aujourd'hui, on est dans l'obsession de la prévision. Pardon, je fais long les réponses, je ferai plus court après. Mais quand on s'est rendu compte qu'on attendait notre premier enfant avec ma femme, on ne savait pas bien trop ce qu'il fallait faire. Enfin, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous chez le gynéco tout de suite? Est-ce qu'il faut attendre un certain temps? Alors on a eu un réflexe assez stupide. On est allé à la pharmacie en bas de chez nous. On s'est dit, le pharmacien, c'est aussi un professionnel qui va bien nous renseigner. Et la pharmacienne, pas méchante, hein. Donc nous, on s'avance, vous voyez, à mi-voix, on dit, bon, on attend un bébé. Réponse de la pharmacienne, c'était prévu? Je vous prie de croire que je ne l'ai pas répondu, parce que la réponse que j'avais envie de faire, elle n'était pas très aimable. Donc je n'ai pas répondu, mais ce n'est pas la question en fait. Pour moi, ce n'était pas la question. Pour nous, la question, c'est comment on l'accueille. Vous voyez. Et
encore dernièrement, là, mon épouse discutait avec un prêtre qui lui dit au passage, je sais pas quelle était la conversation, mais elle a retenu un bout de phrase, il lui dit « Vous avez choisi d'avoir 4 enfants ». Mais qu'est-ce qu'il en sait? Déjà, qu'est-ce qu'il en sait qu'après tout, peut-être on aurait pu perdre un enfant? Et en plus, qui dit que nos enfants, on les a choisis? Pourquoi il faudrait les choisir? Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, les enfants. Parfois, on ne choisit pas exactement, mais juste on accueille. Et puis, je n'ai pas choisi ceux-là. Enfin, ils sont formidables, hein, mes enfants. Enfin, j'ai de la chance. Mais on ne les choisit pas sur un catalogue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Choisir, c'est bizarre, en fait, comme mot. Est-ce qu'on choisit d'avoir des enfants et est-ce qu'on choisit d'avoir ses enfants? Bon, ces enfants-là, certainement pas. Et ben oui, de toute façon, on le sait, tous ceux qui sont parents, on accueille notre enfant avec ce qu'il est. Mais vous voyez, c'est facile de dire on accueille notre enfant dans son caractère, dans ses désirs, dans ses problèmes, on l'accueille. Mais le premier lieu où on est supposé l'accueillir, c'est quand il se présente. Et la naissance est aussi un lieu de cet accueil. Vous voyez, accueil au moment où on apprend la grossesse, accueil dans la naissance, quoi. Ça dit quelque chose de la vie en général, quoi. On l'accueille. Mais ça nous est terriblement difficile, je crois. Mais ça aide de le savoir, que c'est dur. Parce qu'au moins, on voit où est le lieu d'effort, quoi. Accueillir cette forme d'imprévu qui est toute vie. Il y a un philosophe que j'aime passionnément qui est Bergson, un philosophe du début du XXe siècle. Pour Bergson, la vie se caractérise par une imprévisible nouveauté. Voilà, c'est ça l'essence de la vie. Par opposition à la machine. La machine, elle fonctionne toujours pareil, on peut prévoir, etc. Mais la vie, et je pense que la vie, toute vie en fait, parce que ça peut être la vie, le végétal, l'animal, mais aussi la vie humaine. Et le gars qui bosse dans son champ, il sait très bien qu'il y a de l'imprévu, qu'il y a de l'impuissance. Enfin, parfois on a perdu un peu ce sens concret, quoi. Mais toute vie est faite d'impuissance et d'imprévu. Mais c'est un effort sans cesse renouvelé, je crois, d'accueillir ça. C'est l'effort de... Ah si, voilà, très bien, ça j'aurais pu dire aussi. C'est l'effort de l'ouverture. L'accouchement, c'est le lieu de l'ouverture. À plein d'égards, en fait. L'ouverture au sens physique du terme. Ben oui, mais c'est ça qui est très fort. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est une image forte de ce qu'est toute vie, en fait. Je crois que toute vie est ouverture à la vie, quoi. Une ouverture qui est douloureuse, qui prend du temps, qui a quelque chose aussi d'imprévu, et qui n'est pas linéaire. Remarquez bien, le rythme, là, si on parle d'ouverture, évidemment, on fait allusion notamment à l'ouverture du col, mais ça n'est pas linéaire forcément, l'ouverture du col. Ça peut être lent puis rapide, ça peut être rapide puis lent. Enfin, il y a quelque chose de non maîtrisable, quoi. Mais cette ouverture, on est invité à l'accompagner d'une certaine manière, ce mouvement d'ouverture, à l'accompagner. Je crois que ça dit beaucoup de la vie en général. L'ouverture, elle ne nous est pas spontanée. Notre réflexe premier, il n'est pas là, quoi. Ben ouais, peut-être c'est notre péché, mais il faut l'accueillir, ça. Ouais. Moi, on parle de négation. Moi, j'ai tout de suite pensé à l'utérus artificiel qu'on nous promet, puisque donc il s'agit là de nier absolument, c'est-à-dire de se passer de la femme. Est-ce qu'il y a des réflexions philosophiques en cours sur le sujet, dans l'éthique et tout ça? Parce qu'évidemment, il y en a qui disent on le veut et on l'aura. C'est un peu pervers cette histoire, parce que, alors, quand on parle d'utérus artificiel, ça désigne, spontanément, on entend une sorte de grande poche dans laquelle le fœtus se développe. Pas tout à fait ça, en fait. Il s'agit alors, ce sont des recherches actuelles qui consistent à chercher à reproduire les conditions de l'utérus à l'extérieur du corps humain. Mais c'est là où il y a une forme de perversion, c'est qu'au point de départ, il y a quelque chose de très positif là-dedans, parce que le premier lieu de recherche, c'est le cas de la très grande prématurité. Si on cherche à reproduire les conditions de l'utérus, d'abord, c'est pour essayer d'augmenter l'espérance de vie d'enfants qui sont très prématurés. Et on sait qu'il y a un taux de mortalité très élevé chez les très grands prématurés. Donc là, c'est l'idée de pouvoir, si on n'a pas réussi à ce que la grossesse dans le corps se poursuive, pouvoir faire une sorte de grossesse artificielle qui se poursuit pour pallier le manque de la nature. En soi, je ne vois pas ce qu'il y a à redire à ça. Mais c'est comme tout. La nature que l'on peut mettre au service d'une logique de coopération peut se retourner contre nous. Ça peut être aussi, à la limite, si on développe cette technologie jusqu'au bout, ça pourrait être capable de reproduire la totalité du processus de la gestation humaine, et donc imaginer qu'un embryon
qu'aujourd'hui en laboratoire on va pouvoir développer jusqu'à J14, on puisse le laisser se développer des jours, des semaines, des mois, comme dans tel ou tel film ou roman de science-fiction, jusqu'à un enfant viable, et donc se passer carrément de l'utérus. C'est là où une réflexion sur sur la grossesse et la naissance, parce qu'il y a deux dimensions ici. L'utérus artificiel, il évacue la grossesse et aussi la naissance, qui sont deux réalités complémentaires mais bien différentes, parce que la grossesse, les deux durent un certain temps, mais la grossesse dure beaucoup plus longtemps que la naissance. Quand même. Il y a peu de réflexions sur ces sujets-là, philosophiques. Et justement, c'est un enjeu, c'est pour ça que moi, c'est des sujets qui m'intéressent aussi, parce qu'il y a quelque chose à dire, en fait, sur en quoi il est véritablement humain que d'être engendré, que d'être porté, on pourrait dire, que de naître d'une autre personne, etc. Mais là, il y a un lieu, vous pointez un lieu très intéressant. Mais c'est aussi un lieu de domination, par exemple. Ouais, je ne vais pas parler, mais c'est vrai. Mais pour l'instant, on est à l'état de recherche. Il n'existe pas d'utérus artificiel au sens strict du terme. Alors que j'essaie de parler plus de trucs actuels que de projections dans le futur. Mais ça, c'est une idée qui existe. Il existe un livre très célèbre d'Henri Atlan qui s'appelle L'utérus artificiel, qui développe cette idée. C'est le sommet de la domination. Là, on est presque à la négation de la nature, en fait. Vous parliez tout à l'heure de faire attention à la fois au confort de la mère Oui. et aussi au confort du bébé. Oui. Et ce qui se passe dans un utérus, c'est tout sauf artificiel. Oui. Et c'est tout sauf anodin. Mais c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que depuis 10-15 ans, vous trouvez de plus en plus de littérature de professionnels sur, pour le dire vite, les bienfaits de la grossesse. On va vous parler des développements des sens chez le fœtus. Parce que le premier sens qu'on a cherché à comprendre chez le fœtus, c'est le développement de l'audition. Mais on a remarqué que même le goût se développe in utero. Donc les sens du fœtus qui se développent. On va vous comprendre aussi cette dimension relationnelle de la grossesse. Et ça, vous trouvez de plus en plus de textes sur ce sujet-là, de la part de professionnels de santé, pas spécialement de philosophes et tout, mais de la part de psychiatres, d'obstétriciens, etc., de sages-femmes, qui vont vous parler de ce lieu relationnel, en lien avec une chose dont on n'a pas du tout parlé aussi, mais vous voyez qu'il y a des liens à faire avec tout, avec les questions autour de la gestation pour autrui. Puisque l'idée de la gestation pour autrui, c'est, on pourrait dire, d'externaliser la grossesse, non pas dans une machine, mais chez une tierce personne. Donc, est-ce que ça a du sens ? Est-ce que la personne qui porte un enfant, c'est une sorte d'incubateur ou de four ? La métaphore du petit pain, comme si, c'est une métaphore médiévale. Vous connaissez, c'est une expression, pour se moquer un peu de quelqu'un, on dit il manque 10 minutes de cuisson. Vous avez jamais entendu ça ? Mal cuit. Oui. Et bien ça, c'est une expression médiévale. Parce qu'au Moyen-Âge, mais parce que dans le folklore populaire, on comparait le ventre, mais c'était pas méchant, hein, c'était une métaphore, on comparait le ventre à une sorte de four qui doit faire arriver, un peu comme quand on cuit un aliment, on doit le faire arriver à maturité. Et il faut que l'enfant, il sorte au bon moment. Pas trop tôt, parce que sinon il n'est pas fini, et pas trop tard non plus. Mais c'était la problématique de l'accouchement, à quel moment il arrive, etc. Enfin, donc il y avait quelque chose de donc la métaphore de la cuisson. Aujourd'hui, vous trouvez des gens complètement dans une logique différente pour dire, mais finalement, si la femme n'est qu'un four, d'une certaine manière, qui fait cuire un petit pain, après tout, on peut s'en séparer. Enfin, quelle relation Et ça, je trouve très fort, c'est que même des gens qui sont très militants sur plein de questions vont s'arrêter au lieu de la grossesse, en disant non, la grossesse, ça, il ne faut pas toucher, c'est un lieu très puissant. Donc beaucoup de psychologues, de psychiatres et tout ça. Il y a un certain nombre de littérature sur ce sujet-là, pour défendre le fait que la grossesse est un truc dont on ne peut pas se passer, quoi, d'une certaine manière. Ouais. Ce qui est, je veux dire, un motif d'espérance, qu'on se réveille au moins sur certains sujets. C'est déjà pas mal. Je travaille dans la protection de l'enfance. J'ai entendu une assistante familiale qui avait accueilli un enfant qui a été placé, témoigner du fait que l'enfant rejetait toute nourriture qu'il absorbait. Elle ne comprenait pas pourquoi. Je lui ai fait raconter, je lui ai demandé si elle avait des éléments sur sa vie. Il était né prématuré, il avait été intubé. Et tout d'un coup, ça a été, quand elle a dit ça, elle a fait le lien. Et je pense qu'il y avait un lien. Oui, il existe des troubles spécifiques qu'on appelle les troubles de l'oralité, qui sont alors ça peut se manifester par la nourriture, ça peut être des enfants qui vomissent systématiquement ce qu'ils mangent,
ça peut être des enfants qui ont des troubles pour apprendre à parler, des problèmes de prononciation, et ces troubles de l'oralité, ils se traitent entre autres par des orthophonistes. Y compris ces aspects de vomissement et tout ça, ça peut être l'orthophoniste. Donc le nom technique, si ça intéresse, ça s'appelle le trouble de l'oralité. Oui, il y a des choses parfois à investiguer en lien voilà, jusqu'à sa propre naissance. Enfin, le début du psychisme, le psychisme ne commence pas avec la naissance. Non. Oui. Encore, puisqu'on parle de questions de techniciennes, moi il y a une réalité alors, évidemment, qui nous touche directement en famille, c'est le déclenchement. Oui. Je ne sais pas si vous avez une réflexion spécifique là-dessus ou si on peut le faire rentrer dans tout ce qu'on a déjà dit, parce que pour moi ça consonne pas mal avec tout ce qui a déjà dit. Oui. Donc je ne sais pas. Le fait justement du contrôle du ton, alors ça oui. c'est quand même quelque chose d'assez... Mais pour le coup, autant les interventions du type épisio, césarienne et tout sont plutôt en baisse, autant les déclenchements de l'accouchement sont plutôt en hausse ces dernières années. En moyenne, il y a 25% des accouchements qui sont déclenchés aujourd'hui. Étant entendu que la grossesse ne dure pas la même longueur en France et en Suisse, par exemple. Vous savez qu'en France, la grossesse, ça dure 40 semaines. En Suisse, 41 semaines. Grenoble, c'est différent. Et Annecy aussi. Euh, Annecy, c'est en Suisse. mais de fait, en fait, ça c'est des questions. La durée de l'accouchement, c'est une problématique très ancienne. Enfin, la durée de la grossesse, c'est une problématique très ancienne. En fait, parce qu'il n'y a pas de grossesse qui dure la même durée. Et donc le calcul du terme. Donc en France, on a tendance à déclencher plus vite, puisque le terme est une semaine plus tôt. Le terme théorique, bien sûr, parce que c'est les machines qui calculent, soi-disant, le terme. On déclenche plus tôt. Alors, il y a aussi une statistique très particulière. Non, mais il y a aussi une statistique très particulière, c'est qu'en moyenne, on se rend compte qu'il y a une proportion de bébés plus gros, plus important. En fait, aujourd'hui, le taux de déclenchement, comment dire ? Je ne sais pas comment l'exprimer simplement. Pour une problématique de proportion, en fait, le problème, ce n'est pas la taille du bébé, c'est le rapport entre la taille du bébé et la taille du bassin. Parce qu'évidemment, il faut qu'il puisse passer. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus qu'avant de déclenchement pour des bébés qu'on estime trop gros par rapport au bassin. Statistiquement, il y a aussi des raisons épidémiologiques à ça, c'est que, comment on pourrait dire, jadis, il y a peut-être 200, 300 ans, etc., des personnes qui avaient un bassin étroit avaient plus, en proportion que d'autres, la tendance à mourir pendant l'accouchement, puisque bassin étroit égale problématique de l'accouchement égale plus de chances de mourir. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'alternative à la voie basse. La césarienne, je l'ai dit, c'était après la mort. Donc, ce caractère génétique d'un bassin plus étroit se transmettait moins à la génération suivante. Aujourd'hui, j'allais dire, les personnes qui ont un bassin étroit, elles ne meurent plus. Donc aussi, dans la proportion de la population générale, il y a aussi plus de personnes qui ont ces caractéristiques morphologiques. Et donc, il y a plus qu'avant de déclenchement parce qu'on ne veut pas que le bébé soit trop gros. Et on déclenche pour éviter la césarienne. Donc ça peut être ça aussi la logique, parce qu'évidemment, si on attend que le bébé soit trop gros, la dernière solution, si ça passe plus, ce sera la césarienne. Donc il y a un côté un peu moindre mal, on déclenche, mais d'un autre côté, ça évite la césarienne. Le déclenchement, c'est le lieu aussi de la domination. Enfin, il y a question de très... Mais c'est là où, encore une fois, la tentation, ce serait dans le tout ou rien. L'enjeu, c'est plutôt, l'enjeu éternel de l'éthique, c'est l'enjeu de la limite. C'est où on fixe la limite entre le cas légitime et l'excès, quoi. Et ça, évidemment, c'est qu'une appréciation au cas par cas. Mais, force est de constater quand même que le taux de déclenchement est plus élevé qu'avant. Il y a aussi une question très pratico-pratique, c'est que c'est une question d'organisation des équipes. Hein. Il n'y a plus de médecins, donc ils ne veulent plus être présents la nuit. Il n'y a plus de pédiatres, donc il n'y a plus de pédiatres la nuit. Donc c'est dans la journée et on fait des déclenchements pour les plannings. Hein. Absolument. Parce qu'il n'y a plus de personnel dans les hôpitaux. Oui, pour la maîtrise, quoi. Pour la gestion. La gestion. Humaine, mais ça, bien souvent, c'est des choses qui... Enfin, ce qui est assez frappant, c'est de voir aussi que parfois, les professionnels de santé sont mal à l'aise avec tout ça. Enfin, les personnes ne le font pas forcément. Ne pensons pas que, par exemple, une sage-femme, etc., va faire par gaieté de cœur. Parfois, on n'a pas mieux à vous proposer, quoi. Enfin, parfois, c'est ça qui est terrible aussi, c'est que parfois les gens sont absolument désolés, mais c'est pas leur faute, quoi. S'il n'y a pas de médecin, s'il n'y a pas de moyens, s'il n'y a pas de temps, s'il n'y a pas de truc, que vous voulez qu'ils fassent les gens. Il y a quelque chose. C'est là où, quelque part,
quand Jacques Ellul parle du système technicien, on devient un peu victime d'un système, d'une certaine façon. Et on comprend qu'il y a l'autre extrême qui se développe, c'est des revendications pour l'accouchement à domicile. Et là, la problématique du temps est complètement différente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou objections, enfin, ou réflexions? Je voudrais terminer sur un dernier point, parce que vous avez commencé sur la question des femmes. Et bien sûr que l'accouchement à la naissance, c'est à la fois c'est quelque chose qui concerne au premier chef les femmes. Mais je pense qu'on se trompe si on exclut par principe les hommes de la discussion. Qu'ils soient là ou pas là, enfin, au-delà du fait que soit présent à la naissance, etc. Parce que jadis, l'accouchement était quelque chose de collectif. Même si aujourd'hui, on ne cherche pas à mettre tout le village dans la salle de naissance, il y a quand même je pense que l'accueil de l'enfant est encore quelque chose de collectif. Pas seulement au moment de la naissance. Ça peut être la manière dont on accueille la grossesse, comment on accueille la femme qui annonce la grossesse. Ça, c'est collectif. Comment le conjoint accueille celle qui annonce l'arrivée de l'enfant. Parce que, en fait, c'est la femme qui annonce à l'homme l'arrivée de l'enfant. Voilà, comment on accueille, comment les parents, les grands-parents, les amis, et comment, à l'échelle collective, on accueille. À l'inverse, une chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est la question du déni de grossesse. C'est une pathologie qui existe. Le déni de grossesse, c'est un déni qui bien souvent est collectif. Ça m'a toujours frappé. Autrement dit, une femme qui se trouve dans un déni de grossesse, moi je me suis toujours demandé, mais il n'y a pas son conjoint qui lui dit, mais tu ne serais pas enceinte? Non, les témoignages d'expérience, c'est que même le conjoint ne s'est pas rendu compte que la femme était enceinte. Et une collègue psychologue qui est spécialiste dans les accompagnements, dans les questions de déni de grossesse, elle défend la thèse que le déni de grossesse, c'est un déni qui est collectif, au sens partagé par l'entourage de la personne. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui tape sur l'épaule en disant « mais tu ne serais pas enceinte » et tout, et que tout le monde lui dit « elle est enceinte » mais elle refuse. C'est pas du tout ça le déni de grossesse. Le déni de grossesse, c'est ni elle ni personne ne se rend compte qu'elle est enceinte. À l'inverse, c'est-à-dire, si on retourne le truc en miroir, la naissance, l'enfant, il demande à être accueilli par tous, enfin par tous. Façon de parler, vous voyez, il y a quelque chose du groupe. Et on se rend compte, pour l'accouchement lui-même, que l'accompagnement, c'est quelque chose de décisif. Surtout si on essaie de vivre, je sais pas moi, la naissance justement sans péridurale. Donc il y a une douleur à traverser, quoi. Sachant que la douleur de l'accouchement, c'est une réalité très variable. Je sais qu'il y a des femmes qui, sans anesthésie, rapportent qu'elles n'ont eu aucune douleur à l'accouchement, hein, ça existe. Hein. Mais statistiquement, ça fait mal. Mais là, il y a un enjeu qui est très fort, c'est quelle qualité d'accompagnement on reçoit. Quelle qualité, de la part du conjoint, de la part du professionnel. Enfin, cette dimension relationnelle, elle existe encore. Et là, il y a quelque chose d'absolument décisif, mais qui là encore nous dit quelque chose de la réalité de la vie en général, quoi. On pourrait transposer ça sur l'accompagnement des mourants. Est-ce que l'accompagnement de celui qui meurt, c'est une affaire individuelle ou une affaire collective? Je crois que je ne vois pas de problématique qui ne touche pas à la question de la naissance, en fait, si on la transpose, et qui parle du reste, quoi. Comment? Donc il y a encore quelque chose de collectif d'une autre manière que ça se vivait au Moyen-Âge, mais il y a encore quelque chose du groupe. Ce n'est pas juste l'affaire d'une femme et d'un enfant, la naissance. C'est un peu, évidemment, même si on ne peut pas mettre tout sur le même plan, mais ça n'est pas une affaire exclusivement de la femme et de l'enfant. Merci beaucoup. Eh bien, merci. Donc on va se retrouvera. Merci beaucoup. On a quelques livres, donc Oh là là. Ah, mais c'est sur un autre sujet. Hein. Les livres de Florent Labin, Science et foi, les grandes controverses. On en a eu 3 et on en avait réservé la procure. Ah oui. Et on a même le TPE pour ceux qui voudraient. Ah oui. Ah oui, c'est un autre sujet, puisque le propos de ce livre-là, c'est de revisiter à mon avis, 3 grands lieux de tension supposée entre science et foi, à savoir Galilée, Darwin et l'évolution, et puis les questions autour du Big Bang, pour s'interroger à la rencontre aussi de figures de prêtres, d'ailleurs, sur les rapports entre science et foi. C'est un peu l'idée. Voilà. Merci, c'est très gentil. Il y a quelques